poursuite des impôts contre les organes de presse, l'utilisation de la puissance publique à des fins politiciennes. Voilà ce que regrette Mamadou Ibra Kane. Il s'est confié à Mohamed Ali Mouba. Entre le 21 mai de notification, de signature du moins de ces notifications de dette fiscale et aujourd'hui, il ne s'est même pas passé donc 15 jours. La procédure est trop rapide, donc on pourrait peut-être s'interroger pourquoi les impôts sont très diligents par rapport à certaines entreprises et non pas par rapport à d'autres. Et tout ça, cela découle. Cela résulte de la non-formalisation de la promesse d'effacement fiscal de la part du président Macky Sall. On considère l'entreprise de presse comme n'importe quelle société commerciale, ce qui est une aberration parce que la presse remplit une mission de service public et à ce titre-là, elle doit faire l'objet d'un traitement spécifique tant du point de vue de la fiscalité que du point de vue du financement, que du point de vue de la dotation pour le développement de la presse. Donc, ici au Sénégal, tout cela ne fait l'objet d'aucune réflexion et les hommes politiques, quand ils sont dans l'opposition, ils saluent le rôle de la presse. Quand ils arrivent au pouvoir, ils restent toujours avec leur manteau d'hommes politiques et ils ne comprennent pas qu'ils doivent revêtir leur manteau de chef d'État. Mamadou Ibra Kane, le président donc du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, le CEDEPS, qui tient à l'instant même une réunion d'urgence sur les poursuites des impôts contre les entreprises de presse. Toutes les entreprises de presse se valent, donc les organes et groupes de presse doivent impérativement payer l'impôt. Point de vue de journalistes et spécialistes en management, il recommande aux entreprises qui s'activent dans l'information d'aller vers la digitalisation des médias classiques et ouvrir leur capital aux hommes d'affaires pour récolter plus de gains. Un dossier signé Omar Mbou. Au secours, cri du cœur des entreprises de presse, elles ont beaucoup de mal à payer l'impôt. Plusieurs de ces organes de presse sont en fait, dit-on, pas d'excuses, il faut payer l'impôt comme toute autre entreprise, soutient Dr Moustapha Bari. Il est journaliste, docteur en sciences de l'information et de la communication. Parce que nous, les médias, ce sont les premiers qui critiquent ceux qui ne payent pas les impôts, ceux qui dilapident les fonds publics, donc ils doivent payer les impôts. Une boulangerie paye l'impôt. Est-ce qu'une boulangerie ne fait pas du service public? Oui, fait du service au point que c'est l'État même qui lui fixe le prix de vente de son pain. Toutes les entreprises se valent, ça on a compris, sauf que les entreprises de presse sont en période de vache maigre, à elles de trouver des solutions en 2 temps, 3 mouvements. Sortir des pratiques archaïques pourrait être un début de solution. Ainsi parle mon confrère et spécialiste en management stratégique des médias et stratégie digitale, Ibrahima Benjamin Diagne. Développer des web TV, des plateformes numériques pour renforcer les médias traditionnels. Il faut surtout dématérialiser l'ensemble des fonctions de l'entreprise de presse et pas seulement digitaliser les supports de production et de diffusion, mais il y a surtout virtualiser tous les services. Et pour que également ces médias sénégalais également puissent survivre, il faut une alliance, n'est-ce pas, pour traiter des sujets ensemble, des questions, des grands reportages. Une alliance B2B entre les organes de presse et les hommes d'affaires peut également aider, n'est-ce pas, Dr Moustapha Bari? Il faut ouvrir le capital des entreprises de presse aux hommes d'affaires. Parce que partout dans le monde, ce sont les hommes d'affaires qui investissent dans les médias. Aujourd'hui, chez nous, je sais que les gens sont frileux. Ils veulent pas voir les hommes d'affaires. Non, c'est un contrôle, ils ont une influence, et ainsi de suite. Mais vous regardez le monde, c'est l'un des actionnaires, c'est Xavier Niel, on le connaît, celui qui est actionnaire à Free Sénégal. Donc, pour moi, il faut ouvrir les médias aux hommes d'affaires. Après maintenant, dans la gestion, faire une séparation entre la gestion administrative financière. Les entreprises de presse souffrent, osons le dire, selon nos interlocuteurs qui demandent également aux autorités politiques d'être clémentes. Omar Mbou, vers une paralysie du secteur des transports, le mouvement Dolel Transport, très remonté contre leur ministre de tutelle, lors d'une réunion de prise de contact hier mardi, El Malick Ndiaye leur a fait part de sa volonté de légaliser les nouveaux modes de transport
tels que Yango, Yassir Hitch, entre autres, au moment où l'association dénonce une concurrence déloyale. On écoute là-dessus le secrétaire général chargé de la communication du mouvement Dolel Transport, Malik Diop, avec Anna Rocha. Le président Moursek a interpellé le ministre sur les concurrences déloyales et le transport irrégulier favorisé par les applications qui sont Yango, Yassir Hitch. Il a aussi interpellé sur le décret 847 signé par le président sortant Macky Sall. Mais à notre grande surprise, il a clairement dit que ces modes de transport vont être légalisés. Mais aussi on a constaté qu'ils ne veulent pas se prononcer sur les applications. Mais on prend acte et on voit que le ministre est toujours entouré par les anciens du régime de Macky Sall qui ont considérablement contribué sur la situation que vit le système de transport au Sénégal. Mais nous prenons acte parce que le mouvement dans le transport est en train de faire une large consultation avec des organisations du transport parce que nous n'écartons pas de paralyser le système du transport dans toute sa diversité qui sont les transports urbains, interurbains, les gros porteurs et les transports de marchandises. Parce que nous vivons des moments très difficiles, nous constatons que nous avons en face de nous des apprentis du transport. C'est pour cela, dans les jours qui vont venir, nous allons dévoiler d'autres plans d'action pour pousser les autorités de ce pays de abroger le décret 847 et de prendre des mesures sur la concurrence déloyale qui est favorisée par ces applications. Nous avons constaté que le ministre El Malick Ndiaye a oublié que ces forces sociales ont beaucoup contribué sur les élections passées qui ont mis le président, son excellence le président Bassirou Diomaye Faye à la tête de ce pays. Mais nous nous disons de faire très attention parce qu'on est plus que demain déterminés pour qu'on apporte des solutions dans le secteur du transport pour le bien de la population sénégalaise et le bien des acteurs du transport. Malik Diop, le chargé de communication du mouvement Dolel Transport, le concert de casseroles prévu ce matin par le collectif des jeunes postiers non reconduit, finalement reporté, décision prise suite à la médiation d'une autorité religieuse. Cependant, les membres du dit collectif se disent plus que jamais déterminés. La lutte continue, estime Mohamed Baldé. Le matin, on avait convié à un rassemblement, un concert de casseroles à la direction générale. Mais avec les intermédiaires, on a eu à le suspendre. Je dis à un appel téléphonique d'un marabout qui nous a supplié vraiment cette fois-ci de ne pas maintenir cette activité. Donc nous aussi, sachant que nous sommes des jeunes Sénégalais très disciplinés et on s'est soumis à cette interpellation. Donc pour vous dire que cette fois-ci, on ne va pas le tenir. Mais de toute façon, vous serez informés des plans d'action à venir. Nous sommes 371 agents qu'on a licenciés au niveau de la poste. Donc c'est juste pour interpeller encore les autorités, pour les dire que vraiment nous ouvrons nos bras pour qu'il y ait une discussion pour que nous trouvions une solution. Donc nous savons que la poste et on a que la poste. C'était donc le chargé de communication du collectif des jeunes postiers non reconduits. Je rappelle qu'ils ont reporté le concert de casseroles prévu ce matin, midi 11 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. Je vous l'annonçais en titre des vidéos où on voit des adolescentes se livrer à une danse obscène dans la cour d'un établissement scolaire à Louga. Vidéos qui ont fait le tour de la toile. Une affaire qui fait grand bruit dans l'espace scolaire. Élèves et professeurs interrogés par Nafissatou Ndiaye, notre correspondante dans le Ndiambour, dénoncent et pensent que les responsabilités sont partagées. Les vidéos de danse obscène de certains élèves du département de Louga est sur toutes les langues. Aïssatou, nom d'emprunt, cette jeune fille au teint noir rencontrée sur le chemin de l'école déplore de tels faits. Selon cet élève en classe terminale, toutes les activités qui distraient les élèves doivent être bannies et remplacées par d'autres qui ont des portées pédagogiques. Je pense que ce n'est pas une bonne réputation pour les écoles. Mais aussi, les gens vont dire que les élèves de Louga ne sont pas des élèves, sont des tricheurs et ainsi de suite. En fait, donc c'est pas bon, il faut le supprimer, définitivement, du calendrier scolaire. Contrairement à cette jeune fille, ces danses n'ont rien à voir avec les programmes de l'école. Je trouve que il n'y a pas de cohérence avec l'école. On le voit dans les réseaux sociaux, les médias et autres. Donc c'est pas à l'école d'apprendre, de faire véhiculer ces pas de danse ou quoi que ce soit. Ibrahima Diagne est professeur au lycée Malick Sall. Pour lui, les responsabilités sont partagées. Les responsables, je dirais que c'est nous-mêmes de façon générale, c'est-à-dire la société. Ces pas de danse
que les élèves esquissent. Ils ne les inventent pas, ils ne les créent pas ex nihilo. C'est inspiré à partir de clips diffusés matin et soir à travers les réseaux sociaux, les médias en général. Pour le moment, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Louga a suspendu toutes les activités de divertissement qui impliquent ce genre de situation à l'occasion des journées consacrées au programme des gouvernements scolaires. Nafissatou Ndiaye, Louga, Radio Futur Média. Cette vidéo tournée dans la région de Louga où on voit donc des adolescentes se livrer à une danse obscène dans la cour d'un établissement scolaire a choqué l'opinion. Mais Alfousseini Gassama, inspecteur de l'éducation à la retraite, souligne que c'est parce que les élèves n'ont plus de repères, ils ont littéralement changé. Pour lui, l'existence de dispositions d'appropriation des valeurs dans les établissements scolaires milite en faveur de la promotion des contre-valeurs dans les écoles. Alfousseini Gassama au téléphone avec Lamine Ba. On parle de valeurs citoyennes, on parle de démocratie, on parle d'éducation, on parle de retour aux sources, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement dans la société pour qu'on puisse épouser ces valeurs et avoir des comportements standards et normaux? Rien du tout, rien du tout. Et on semble libérer la communication au point où aujourd'hui les références c'est la médiocrité. Mais il y a aucun repère. Les gens ils font dans l'ambiance et l'ambiance a des repères. Les repères, c'est ce que font les gens pour avoir des buzz. On copie sur tout. Aujourd'hui, pour avoir des buzz, il faut être asocial. Il faut sortir de la norme, comme on dit. Il faut sortir du chantier battu. Et ça permet aux gens de créer des choses qui n'existent pas, donc des contre-valeurs. Et aujourd'hui, on va dans les écoles. Quel est le dispositif qui est mis à l'école pour que les élèves aient un comportement responsable, qui respecte nos valeurs? Ce qui est valeur pour toi, c'est contre-valeur pour moi. Et on laisse faire. Le laisser faire entraîne le laisser aller. Et le laisser aller entraîne des comportements aussi bizarres que des danses obscènes au sein d'un établissement qui est censé prôner l'éducation. Et puis la mesure là, elle est inefficace. Ça ne sert à rien du tout. Combien de fois on a sanctionné des gens, ils se sont excusés, on est venu faire une grosse cérémonie, pensant que c'était pour faire de la comédie buzz. Ça s'est passé à Dakar, quand les gens ont brûlé les tables bas et les cahiers. Ça s'est passé ailleurs, les gens ont sanctionné, puis d'autres se sont levés pour dire non, il ne faut pas sanctionner, il faut pardonner. Le regret donc d'Alfousseini Gassama, inspecteur de l'éducation à la retraite. Midi 15 minutes, la suite du journal. 115 kg de viande et 115 miches de pain saisis ce matin par le service d'hygiène de Dakar. C'est à la suite d'une opération menée entre la Médina, la Gueule-Tapée et Petersen. Des commerçants ont été convoqués et contraints de payer des amendes forfaitaires. L'adjudant Malé Diop, chef de la sous-brigade d'hygiène de Dakar. Nous avons constaté, parce qu'on a choisi la zone de la Médina, entre Médina et Gueule-Tapée vers la rue 6, donc plus centaines qui marché Petersen et garage Lat Dior. Donc le choix de ces sites est motivé par la forte présence de ces vendeurs, des soi-disant des rôtisseurs qu'on trouve là-bas en train de cuire des viandes. Donc on est passé là-bas pour sensibiliser et on a trouvé vraiment une situation aussi alarmante, un danger. Nous avons jugé nécessaire quand même de saisir tous les viandes, tous les produits alimentaires qui n'étaient pas propres à la consommation. Et parce que là, on avait trouvé quand même le lieu était insalubre. Les personnes manipulatrices n'avaient pas de visite médicale. Au-delà de ça, les ustensiles auxquels ils utilisaient vraiment étaient insalubre, le milieu est insalubre, il n'y a pas de point d'eau qui leur permettent quand même de se laver les mains. Les toilettes aussi sont dans des conditions vraiment, dans un état vraiment désastreux. La quantité, c'était 115 kg de viande, voilà, qu'on avait saisi, mais également 115 kg de pain, c'est des miches de pain de 1 kg, estimé au total de 115. On a convoqué pour les infliger des amendes forfaitaires parce que les infractions auxquelles ils ont été interpellés, c'est des infractions de son de police, des contraventions. Donc on les a convoqués pour non seulement les infliger des amendes forfaitaires selon la réglementation, mais également de les sensibiliser. L'adjudant Malé Diop, chef de la sous-brigade d'hygiène de Dakar, direction Diourbel où les commerçants poussent un ouf de soulagement, et c'est parce qu'un second marché a été ouvert pour désengorger le mythique marché Ndoumbe Diop qui ces dernières années a souffert d'incendies répétés. Le nouveau marché a été construit par les autorités municipales appuyées par des partenaires allemands. Babacar Diouf. Diourbel, la capitale régionale, étrenne son second marché. Grâce à un partenariat public-privé, les commerçants peuvent désormais sortir de la promiscuité. Malik Fall.
maire de Diourbel. direct état ci boppam mënul def lépp moo tax il faut mu ay partenaires pour ñu jàppale ko ci ay programme ak ay projet ku xam ni Diourbel benn marché moo fi nekk mu Ndoumbé Diop koo gis xam ni marché bi presque dafa fees yoonu hôpital bi ak partout nit ñi dañ fa fees moo tax ñu xalaat déjà yokk marché yi mais mu émoo ak bëgg-bëgg Sidi Diop. Le promoteur nommé fils de Diourbel invite ses pairs à investir dans leur localité. Sidi Diop. Avec nous, il a travaillé avec nous, il nous a supporté pour que nous autres, les privés, nous puissions venir à son support, mais à travers lui, au support de tous les Diourbellois. Une relation public-privé, c'est quoi? C'est que, comme il le dit toujours, il a le couscous. Maintenant, il a besoin d'autres qui ont la sauce. Qui a la sauce, c'est le gouvernement central de Dakar, mais ce sont les privés. Et les privés, si on parle de privés, nous devons commencer par les fils du terroir. Ce nouveau marché installé dans le quartier Kercher va résoudre beaucoup de problèmes auxquels certains commerçants étaient jusque-là confrontés. Bambey, RFM, Babacar Diouf. Babacar Diouf, surproduction d'oignons, l'appel du directeur général de l'ARM, l'agence de régulation des marchés à l'endroit des producteurs. Ansoumana Sané leur demande de ne pas exagérer sur les prix. Il rappelle que le prix du kilogramme est fixé entre 300 et 350 francs CFA. Propos tenu en marge d'une tournée dans la zone des Niayes. Charante Diop. Il suffit d'un tour à Ngomène dans la commune de Pout pour se rendre compte de l'importante quantité d'oignons qui dort au niveau des plateformes de circonstance. Selon le directeur général de l'agence de régulation des marchés, Ansoumana Sané, le marché sera bien approvisionné. Et nous avons été satisfaits quand même de voir le niveau de production. Sur cet espace-là, il est attendu pratiquement une production de 1500 tonnes qui va alimenter le marché. Et l'engagement des producteurs à alimenter le marché national quand même est salutaire. Le directeur général de l'ARM invite les commerçants à proposer des prix raisonnables. Le prix varie entre 300, 325, 340, 50, 375. Le représentant des producteurs, Cheikh Gueye, rassure les consommateurs par rapport aux prix qui seront proposés. Nous ferons de notre mieux pour que les consommateurs s'approvisionnent sans difficulté et à des prix raisonnables. Aussi, nous demandons au gouvernement de construire des unités de conservation compte tenu de la grande quantité de la production qui risque de pourrir sur place. De Ngomène à Balsande, en passant par Morolan et plusieurs autres villages dans la zone des Niayes, des tonnes d'oignons meublent le décor des champs. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, je vous l'annonçais en titre, l'État du Sénégal qui a levé près de 450 milliards de francs CFA sur le marché des eurobonds avec un taux d'intérêt de 7,75% sur 7 ans comparé aux années précédentes où le taux était varié donc entre 4 et 5%. Alors question, faut-il craindre un remboursement élevé de la dette ou alors y a-t-il des risques avec un taux beaucoup plus élevé? La parole à des économistes dans ce dossier réalisé par Seydou Nourouba. Tout d'abord, l'économiste Ahmed Ndiaye contextualise le débat. Un contexte où un déficit budgétaire de 3,9% du PIB est prévu, donc qui tourne autour de 800 milliards francs CFA. Donc à cause de ce déficit-là qui est prévu dans le budget de 2024, l'État est obligé d'emprunter. D'ailleurs, quand vous regardez le projet de loi de finances de 2024, le budget de 2024, il y a des autorisations d'emprunt de 2 442 000. Un emprunt avec un taux d'intérêt de 7,75%, près de 8%. Comment faudra-t-il s'y prendre? Faut-il craindre un remboursement de la dette? Morgasama, économiste enseignant-chercheur à l'INSEPS, à l'Université de Dakar, il analyse ce taux d'intérêt. Le Sénégal, donc, notation de B+, B. Alors que la meilleure notation c'est AAA. Voilà. Deuxième chose à retenir, la durée de maturité n'est pas pareille. Les eurobonds émis donc tout récemment, donc sont censés arriver à échéance donc en 2031. Donc ça veut dire que 7 ans. Alors que ceux d'il y a donc de 2021, qui une maturité qui sur 16 ans. Si la durée est plus longue, le taux d'intérêt est censé aussi être donc beaucoup plus bas. Mais il n'y a pas de risque. Voilà, sinon, de ne pas payer, sinon les investisseurs n'allaient pas s'engager. Selon Ahmed Ndiaye, il n'y a rien à craindre pour le cas du Sénégal. Si on compare le taux de croissance des années passées, des 5 dernières années, et le taux de 7,5%, on voit que c'est élevé. Mais si on regarde les taux
taux escomptés, les taux projetés pour l'avenir. Parce qu'on dit qu'en 2024, à partir de 2024, le Sénégal devrait avoir des taux de croissance de chiffres. Oui, ce qui est sûr que c'est à partir de 2025, le taux de 10% sera là. Et donc si on compare ce taux de 10% là au taux de 7,75%, on dit que donc c'est bon, c'est soutenable. C'est élevé, mais c'est soutenable. Dans la mesure où si l'économie croît en taux de 10% et plus de 10%, le trésor public, les finances publiques auront les moyens de rembourser sans problème. Donc le risque de change pour un pays comme le Sénégal est faible. Le taux d'intérêt me paraît soutenable si on fait une projection sur l'avenir. Avec l'exploitation des hydrocarbures et tout ça, le taux de croissance va monter. Il faut préciser que le Sénégal, avec cette nouvelle donne, devient le 4e pays d'Afrique subsaharienne à recourir au marché des eurobonds cette année, après le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Kenya. L'actualité internationale. Seydou ou Georges Déthié Diop. Bonjour. Bonjour Barthélémy. Au Nigeria d'abord, Georges, des dizaines de mineurs coincés sous terre dans l'état du Niger. Au moins 30 mineurs, ils sont bloqués sous terre depuis 4 jours après l'effondrement d'une mine à la suite de pluies torrentielles. Anna Rocha. Dimanche soir, des dizaines de personnes employées par une société minière locale travaillaient dans une immense mine dans le village de Galkogo, dans le district de Chiroro, au moment de l'effondrement. C'est ce qu'a indiqué le responsable de l'agence nigériane des secours. Plus de 30 mineurs sont coincés dans la mine. 7 ont pu être évacués car grièvement blessés, mais les opérations de secours se poursuivent pour sauver les autres. Selon Abdoulaye Baba Ara, le nombre exact de mineurs piégés n'est pas encore connu. Les secours n'ont pas pu se rendre dans la zone de l'effondrement en raison de l'insécurité qui règne dans le district de Chiroro, l'un des nombreux districts de l'État du Niger, terrorisé par des groupes armés qui attaquent les villages isolés, pillent et incendient des maisons et kidnappent des habitants contre des rançons. D'ailleurs, le gouvernement de l'État du Niger a interdit l'exploitation des mines dans les districts de Chiroro, Mounia et Rafi. Mais de nombreux sites miniers continuent de fonctionner malgré la mise en garde et les interdictions. Et puis au Gabon, Georges, les avocats de l'ex-directeur de cabinet d'Ali Bongo qui boudent son procès. Ils dénoncent le non-respect des droits de la défense dans ce procès. Le président de la Cour a demandé aux bâtonniers de proposer un avocat commis d'office pour défendre Brice Lacruche, une demande que Maître Zinzou juge illégale puisque l'ancien directeur de cabinet a déjà des avocats constitués. Il promet de faire un recours si ce processus suit son cours. Brice Lacruche Alianga est accusé de détournement de fonds publics et blanchiment au sujet de prestations comptables à la présidence. Le procès s'est ouvert hier devant la chambre criminelle de Libreville. Afrique du Sud, arrestation d'un ministre membre influent de l'ANC. Il s'agit du ministre des Sports, des Arts et de la Culture, Zizi Kodwa, comparé aujourd'hui devant un tribunal de Johannesburg. Il est accusé d'avoir accepté des pots de vin pour un montant d'environ 90 000 $. Il comparait aux côtés d'un autre suspect. Il a déclaré qu'il avait l'intention de plaider non coupable des accusations portées contre lui. Les allégations remontent à 2021. À l'époque, Zizi Kodwa était le porte-parole national de l'ANC, puis vice-ministre de la Sécurité de l'État. La tournée du ministre des Affaires étrangères russe en Afrique se poursuit. Sergueï Lavrov est attendu ce mercredi au Tchad après la Guinée la semaine dernière. Hier, il était au Burkina Faso où il a été accueilli par son homologue Karamoko Jean-Marie Traoré. Hors du continent, la guerre au Proche-Orient, Benjamin Netanyahu a déclaré ce matin qu'Israël était prêt à une action très intense dans le nord du pays pour rétablir la sécurité à la frontière avec le Liban. De leur côté, le directeur de la CIA et un conseiller spécial à la Maison-Blanche sont attendus dans la région pour tenter de rallier des soutiens à la dernière proposition de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Le Hamas, dont le ministère de la Santé a annoncé un nouveau bilan de 36 586 morts depuis le début de la guerre. Merci beaucoup, Georges Déthié Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Ce 5 juin est célébrée la Journée mondiale de l'environnement, prétexte pour poser les débats sur l'impact des changements climatiques sur l'agriculture. Rendez-vous tout à l'heure avec nos deux intervenants dans la rubrique Point de vue. Nous serons avec Diabel Ndiaye, chef du service climatologie à l'ANACIM, et Djibril Diagne,
coordonnateur du volet changement climatique au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. RFM Sport. Bienvenue, cher Tidiane Diagne. Merci à vous, Barthélémy Ngom. Sénégal RDC demain pour le choc, donc pour la première place du groupe B. Oui, justement, il faudra noter que le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio va abriter donc ce grand derby entre les Lions et les Léopards. Match prévu demain à partir de 19h GMT. Ce derby de haute intensité entre dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Leader de la poule B en compagnie du Soudan avec à son actif 4 points. Le Sénégal devance la République démocratique du Congo d'un seul point. Notre confrère congolais Trésor Mutombo nous fait l'analyse du match du côté de Kinshasa. Nous l'avons joint ce matin. C'est plutôt la sérénité, même au sein de cette sélection de la RDC, on sait que on va jouer le Sénégal, il faut le dire. Ils sont quand même champions d'Afrique, c'est un champion d'Afrique en 2022, et que lors de cette CAN aussi, qui vient se jouer en Côte d'Ivoire, certes ils avaient été éliminés en 8e, mais voilà, ça s'est joué à rien. Ça s'est vraiment joué à rien donc, lors de cette CAN-là. Et que la RDC n'a pas connu beaucoup trop de réussite face au Sénégal lors de ces dernières années. Et voilà, donc ici on s'est dit, on va là-bas avec la mission de ne pas surtout perdre pour ne pas se laisser distancer au classement. C'est-à-dire un autre résultat qu'une défaite va faire l'affaire. Même si en fait la plupart ils rêveraient aussi d'une victoire parce que ça faisait quand même longtemps que la RDC n'avait plus bâti une top nation africaine. Ici on a toujours des matchs qu'on a réalisés, vous savez, face au Gabon lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. La RDC est allé chercher sa victoire. C'était donc Trésor Mutombo, un confrère congolais. Voilà. Cher Tidiane, le match de demain, Sénégal-RDC, c'est à 19h. Inch'Allah. Et en direct. Sur la RFM, ouais. Oui. La suite du journal des sports, cher Tidiane, nous parlons de la Coupe du Sénégal Senior. Le Jaraaf garde le cap pour tenter de conserver son titre. Oui, détenteur, le club de la Médina poursuit son aventure. Hier, il a sorti en demi-finale le Casa Sport de Ziguinchor. Voici la réaction du directeur sportif du club de la Médina, Cher Sidiba, des propos recueillis par Youssouf Boyon. Malheureusement, le premier objectif, on l'a raté. On n'est pas champion du Sénégal, c'est un gage qu'on félicite au passage. Maintenant, il nous reste la Coupe du Sénégal pour sauver notre saison. Et on va jouer notre Vatou. On va mettre toutes nos forces pour aller chercher cette Coupe du Sénégal. Pour sauver la saison, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur 2 fois. On a raté notre premier objectif qui était de gagner le championnat. Et maintenant, il nous reste la Coupe du Sénégal. On va se concentrer là-dessus. Et aujourd'hui, on est qualifié en demi-finale. Il nous reste encore un match pour aller en finale. On va essayer d'aller au bout et de gagner cette coupe. Et surtout pour retourner en Afrique. Je pense que c'est l'objectif du club. Et on est sur les pas. Maintenant, il faut continuer le travail et surtout apporter des rectificatifs par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, dans le jeu du Jaraaf, sur le plan offensif, c'était un peu mieux. Mais sur le plan défensif, on a vu une équipe de Jaraaf en grande difficulté. Le Casa Sport, donc, dans le dur, éliminé hier en Coupe du Sénégal, il se débat pour ne pas descendre en Ligue 2. Juste une dernière journée le week-end prochain pour être édifié. Mais le club n'a plus son destin en main. La réaction dans ce Vox Populi réalisée par Lamine Ba dans la capitale du Sud, Ziguinchor. La situation du Casa Sport, tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est prier pour le club. Déjà, vous savez que pour les 3 régions de la Casamance naturelle, un seul club est insuffisant. Si ce club doit descendre en 2e division, ce serait une catastrophe pour le sud du pays. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des jeunes qui viennent faire des prestations exceptionnelles et qui sont des adversaires du Casa Sport sont des profils qui ont été rejetés par le Casa Sport. Et c'est ça qui fait très mal. Prier pour que l'équipe puisse gagner son match et que de l'autre côté, le Stade de Mbour puisse perdre son match. Parce que vraiment, je crois que ce serait une catastrophe. Une catastrophe qu'une équipe aussi grande que le Casa Sport, une équipe qui vraiment représente toute la Casamance verte, puisse descendre. Là, je dirais que ce serait une descente aux enfers pour le foot KDC. Et vraiment, toutes ces années, pour ne pas dire depuis que le Sénégal, toutes ces années passées, à chaque fois au niveau de l'équipe nationale, les meilleurs joueurs, je dirais même, les meilleurs joueurs, les gens qui ne cessent de donner satisfaction à toute la population sénégalaise sont issus de la Casamance verte. Il faut que le Casa Sport change de stratégie et procède au renouvellement générationnel. Il y a des gens qui sont très âgés qui ne peuvent plus
pu apporter grand-chose au club. Ça doit changer. Le football, c'est une affaire de jeunes. Et ça, les dirigeants du Casa Sport doivent le savoir. Ceux qui ont de l'expérience doivent décrocher et accompagner les plus jeunes à être performants. Lamine Ba, que nous remercions au passage, notre correspondant à Ziguinchor. À vous, Barthélémy, pour la suite du journal. Merci beaucoup, cher Tidiane Diagne. La presse de ce mercredi. Donc, lecture, commentaire, Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. Assise de la justice, de nombreuses propositions sur la table. En tout, pas moins de 450 personnes ont travaillé dur pour diagnostiquer le mal de dame justice. Il s'agit bien sûr de magistrats, d'avocats, d'une belle brochette d'acteurs de la société civile, des universitaires et à la fin, des fins ont dossier lourd sur la table. Les propositions de réforme doivent désormais être synthétisées dans un rapport final qui va être envoyé au chef de l'État dès cette semaine. La presse sénégalaise qui a jeté un coup d'œil sur le dossier en rapporte quelques points saillants. Ce qui devra être la nouvelle justice sénégalaise, Vox Populi pointe l'unanimité sur la réduction des pouvoirs du procureur de la République, la création du juge des libertés de la détention, la création d'une cour constitutionnelle pour remplacer l'actuel conseil constitutionnel avec plus de pouvoir et plus d'indépendance. Les juges ne doivent plus être exclusivement nommés par le président de la République. Enfin, que le conseil de la magistrature ne soit plus seulement consultatif, réforme aussi des codes de procédure pénale, de procédure civile et de la famille. En revanche, pas de consensus sur la présence du chef de l'État au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Les participants divisés sur ce point précis. Bosby Le Jour souligne que la patate chaude a été envoyée à Diomaye Faye. Le journal Enquête révèle que les magistrats opèrent des tirs de barrage. Il se pose aux deux points cités, l'ouverture du Conseil supérieur de la magistrature et le départ du chef de l'État ou du ministre de la Justice. Titre de tribune, l'UMS joue la carte de l'exécutif. L'autre dissonance, relève Le Soleil, c'est le délit d'offense au chef de l'État, l'outrage à magistrat et la réforme visant à instaurer une autorité parentale partagée. Le professeur Babacar Gueye et ses équipes estiment qu'il faut travailler aussi à décoloniser la justice. Pour une justice bien sûr répondant à nos réalités, il faut déconstruire les imaginaires et décoloniser sa symbolique, a recommandé la commission modernisation de la justice pilotée par Cheikh Tidiane Loum. Il y a comme un besoin réel de justiciables de mieux comprendre le fonctionnement de la justice. C'est pour cela, note le journal, que la commission a préconisé, selon Le Soleil, une sensibilisation sur le rôle des magistrats, des notaires, des huissiers et autres auxiliaires de la justice. Des citoyens qui saisissent le Conseil constitutionnel, une requête pour démission tacite du président Diomaye. L'ancien commissaire de police, Cheikhna Keita, a écrit donc une lettre aux 7 sages. C'est parce que le président manque à ses obligations. Et Bosby Le Jour note que le commissaire Keita n'est pas seul. Il pointe donc à l'accaparement dangereux des rôles du chef de l'État par son premier ministre. À la une du journal Source A, la masse salariale du Centre des œuvres universitaires de Dakar qui explose, plus de milliards, 76 millions de francs CFA donc par mois. Si la masse salariale a pris l'ascenseur, note le journal, on pointe du doigt une pléthore de recrutement, un organigramme singulier, la création de départements avec des chefs ayant rang de directeur, sans compter les 1001 chefs de service. Ce dossier de Bosby Le Jour sur les revenus, le salaire des fonctionnaires, le confrère écrit que dans un contexte économique difficile avec la cherté de la vie, les revenus ne font plus vivre. La solution, se débrouiller, encore que ce n'est pas évident. Le mythe du fonctionnaire et du bureaucrate tombe petit à petit. L'entrepreneuriat se ferait un chemin. À côté, il y a ceux qui n'attendent pas la fin du mois et ils sont plus nombreux. Le secteur informel ne s'en porte pas mieux face à la baisse du pouvoir d'achat, l'inflation et l'impact des conflits sur le commerce mondial. Mais c'est l'autre béquille parce que grand pourvoyeur d'emploi, le journal a fait un reportage au marché Sandaga, les marchands ambulants dans le dur, des salariés qui viennent concurrencer certains marchands ambulants pour arrondir leur fin de mois. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Ce 5 juin est célébrée la journée mondiale de l'environnement, prétexte donc pour poser le débat sur l'impact des changements climatiques sur l'agriculture. Nous sommes avec nos deux intervenants dans cette rubrique Point de vue. D'abord, Diabel Ndiaye. Monsieur Ndiaye, bonjour. Bonjour.
Monsieur Ndiaye, chef du service climatologie à l'ANACIM. Nous sommes également avec Djibril Diagne. Monsieur Diagne, bonjour. Bonjour, Elas Ndiogo. C'est Barthélémy. C'est Barthélémy. Barthélémy, oui. Alors, Monsieur Diagne, coordonnateur du volet changement climatique au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. D'abord, la parole à Djabel Ndiaye, chef du service climatologie à l'ANACIM. Monsieur Ndiaye, l'agriculture qui subit des impacts directs du changement climatique et qui va devoir s'adapter. Mais avant d'arriver un peu à cette façon de s'adapter, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les effets de ces changements climatiques qui, il faut le dire, ont un impact sur l'agriculture? Oui, face à ce contexte de changement climatique, je vais me présenter sur deux facteurs qui sont très essentiels pour l'agriculture. D'abord, la température et la pluviométrie. Parce qu'on a senti que pour ces dernières décennies et les projections futures aussi, que la température va continuer à croître. Et on a aussi une tendance à long terme d'une baisse de la pluviométrie avec une variabilité interannuelle de cette pluviométrie au cours des années. Et même au cours de la saison aussi, il y a cette variabilité qui sera très prononcée. Donc, c'est deux éléments qui sont très explicatif et très impactant pour le secteur de l'agriculture dans la mesure où nous, on a une agriculture essentiellement pluviale. Donc, quand on a une intervariabilité et une hausse des températures, ça va se ressentir sur les saisons. Des saisons qui, des fois, sont instables, des retards notés parfois, des précocités, des pousses sèches à l'intérieur de la saison, des prolongements même de la saison, parce que pour ces dernières années, on a senti qu'on a des saisons qui vont au-delà de mi-octobre. Donc tout ça peut rentrer dans la variabilité climatique qui est un des éléments du changement climatique et qui impacte l'agriculture sénégalaise. Mais quelle est la situation au Sénégal selon vous? La situation au Sénégal, c'est que actuellement on a cette variabilité qui est très manifeste, mais on a aussi une bonne collaboration. Une collaboration avec le secteur de l'agriculture, avec les OP, les autres secteurs du développement rural. Et on fait le maximum possible au niveau de l'ANACIM pour que ces informations qui peuvent impacter l'agriculture, la température, avec les prévisions de température, les prévisions de la pluviométrie puissent être accessibles aux producteurs et aux techniciens pour prendre des mesures idoines, des mesures d'adaptation qui pourraient être vraiment réductrices de l'impactable qui pourrait être vraiment dommageable par l'agriculture. Alors, je reviens à vous tout à l'heure, Monsieur Diagne, Monsieur Diagne plutôt. Monsieur Djibril Ndiaye, au-delà de certains seuils de température, les rendements agricoles peuvent diminuer car l'accélération du processus de croissance s'accompagne alors d'une moindre production de graines. Aujourd'hui, la situation est là. Quelles sont selon vous les mesures à prendre pour faire face? Merci Barthélémy. Bon, je pense qu'aujourd'hui, il faut magnifier la collaboration qui existe entre l'ANACIM et le ministère de l'Agriculture à travers la direction de l'agriculture. Donc, comme vous l'avez dit, les changements climatiques ont un impact significatif sur le secteur de l'agriculture. Et donc, comme vous l'avez dit, c'est sur la productivité que ça joue. Et quand on parlera de productivité, vous avez parlé de croissance. Et cette croissance peut être prise en compte sur 4 ou 3 facteurs. Le premier facteur, c'est l'eau. Parce qu'aujourd'hui, je pense que Djabel vient de le souligner, il y a une forte variabilité sur de la pluviométrie. Et nous connaissons bien que notre agriculture est essentiellement pluviale. Mais aussi, il faut savoir que aussi l'eau, il y a les eaux souterraines et les eaux de surface. Et quand on prend ces différentes sources d'eau, aujourd'hui, l'augmentation des températures va engendrer une baisse sur les qualités, mais aussi sur les quantités. Et donc, sans eau, il n'y a pratiquement pas d'agriculture. Mais le deuxième impact, c'est surtout sur la terre et sur les semences, parce qu'il y a une perturbation sur la carte variétale. Et aujourd'hui, les semences qu'on avait il y a 10 ans ou il y a 20 ans ne sont plus adaptées aux nouvelles conditions météorologiques. Donc, il nous faut une recherche poussée pour avoir de nouvelles semences. Bien vrai que des efforts importants ont été faits au niveau du ministère à travers l'ISA, qui aujourd'hui
il faut le saluer, ils ont parvenu à mettre sur la table des semences qui sont adaptées à la sécheresse, des semences tolérantes à la salinité. Ouais. Et le troisième paramètre, c'est surtout sur les terres, parce que aussi l'augmentation des températures va engendrer une dégradation des terres et ce qui joue sur la croissance. Donc, de manière globale, il joue sur la productivité. C'est pourquoi, aujourd'hui, comme mesure forte, je pense que nous avons essayé, dans un premier temps au niveau central, de prendre les changements climatiques comme une nouvelle orientation en mettant en place une plateforme, la plateforme changement climatique et agriculture et sécurité alimentaire, qui gère ce volet changement climatique pour faciliter l'intégration des changements climatiques dans nos politiques, mais aussi donner des orientations. Oui, mais qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est prévu, surtout au niveau du monde rural, pour mettre les paysans dans le bain? Mais c'est ce que je vous explique comme ça, parce que la plateforme aujourd'hui se déploie sur le terrain avec des plateformes locales, avec la collaboration des GTP de travail pluridisciplinaire mis en place par l'ANACIM, pour permettre aux producteurs d'accéder à l'information d'abord. Parce que l'information climatique aujourd'hui constitue un intrant pour l'agriculture. Parce que récemment, on a donné les prévisions saisonnières, et c'est ce qui donne des orientations aux producteurs pour leur permettre de savoir quels sont les types de semences qu'il faut utiliser, quelles sont les bonnes pratiques à faire, quand est-ce qu'il faut semer, quand est-ce l'hivernage véritablement. Et quel type de culture semer aussi? Et quel type de culture semer aussi? Ouais, et quel type de culture? Parce que quand on parle d'adaptation, l'adaptation elle est diverse. Hein? On peut changer la spéculation, on peut passer de l'arachide peut-être au niébé ou bien autre, mais sur la même spéculation aussi, on peut changer de variété. Donc, tout ça, c'est des paramètres à vulgariser et la communication qu'il faut est faite dans ce sens. D'accord. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le changement climatique est devenu une menace sur la souveraineté, sur l'autosuffisance voulue par les autorités? Effectivement, je pense qu'on l'a dit, mais on a essayé aussi, parce que je pense que ce n'est pas seulement les changements climatiques qui constituent une menace, mais ils constituent une menace primordiale. Donc, on a essayé de prendre ça en compte et voir comment répondre de manière efficace par rapport à ces phénomènes. Parce que aussi, quand il y a un problème, il faut essayer de trouver des solutions. Et parmi ces solutions, c'est l'adaptation de l'agriculture. Et pour cette adaptation, il y a des stratégies qui ont été développées, notamment les pratiques d'agriculture intelligente face au climat qui sont vulgarisées à travers ces pratiques qui prennent en compte l'adaptation, l'atténuation et la sécurité alimentaire, qui promeuvent les techniques d'agroécologie pour permettre une meilleure gestion durable des terres, mais aussi pour une meilleure gestion des pestes et des pestes qu'on appelle les insectes, parce qu'aujourd'hui, avec les changements climatiques, certes, on parlera des semences, mais il faut aussi une meilleure gestion des insectes et des ravageurs des cultures. Des ravageurs des cultures. Merci. Djibril Diagne, je reviens à vous tout à l'heure. Djabel Ndiaye, chef de service climatologie. Oui, les changements climatiques et leur impact sur l'agriculture, la pollution, la dégradation des sols, de l'eau, de l'air. Et d'ailleurs, M. Diagne l'a relevé tout à l'heure. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'effet positif quand même? Ces changements climatiques ne nous présentent pas d'effets positifs. Oui, les changements climatiques tout n'est pas négatif. Être l'origine d'effets positifs, mais pourvu que l'homme puisse avoir une bonne adaptation et pouvoir exploiter des variétés qui s'adaptent à ces températures. Je pense que ça, la recherche est en train de faire beaucoup d'efforts pour mettre en place des variétés résistantes, adaptatives, qui pourraient même avoir un gain de production qui est supérieur à ce qu'on avait dans les variétés traditionnelles. Parce que l'effet des changements climatiques peut être un stimuli par rapport à l'homme pour pouvoir mettre en place des stratégies beaucoup plus meilleures même que ce qu'on avait. C'est pourquoi il y a deux piliers pour le changement climatique. D'abord, l'atténuation, qui est prise en charge par nos collègues de l'environnement, la direction de l'environnement, la direction des eaux et forêts et les autres secteurs de la recherche. Mais il y a l'adaptation aussi qui est très importante, qui peut nous permettre d'avoir des effets positifs par rapport à changement climatique. Et c'est pour que là, on a beaucoup de collaboration avec l'agriculture, la direction de l'agriculture, avec les autres secteurs aussi qui composent le groupe de travail pluridisciplinaire, pour que cette adaptation soit vraiment une coproduction de l'information. Je pense que l'ANACIM, en tant que tel, en tant que producteur de l'information même,
c'est pas suffisant, mais il faut qu'à travers cette information produite, que les autres secteurs puissent apporter le plus-value, les recommandations, pour que le producteur puisse vraiment maximiser sa production et être beaucoup plus résilient face à chaque changement. Mais aujourd'hui donc la situation est là. On voit que le rapport du GIEC, l'impact adaptation et vulnérabilité de février 2022, décrit une augmentation de la fréquence et de l'intensité des épisodes météorologiques extrêmes liés au changement climatique. Vagues de chaleur, période de sécheresse, précipitations intenses entre autres. Il y a lieu de craindre, selon vous, Anassim? Oui, nous, on peut le confirmer au niveau du Sénégal. Parce que l'année dernière, au niveau de Cap Skirring, le 15 août, on a enregistré en 24 heures 300 mm. C'est une pluie extrême qui, peut-être à la rigueur, même n'est pas enregistrée en une saison dans le département de Podor. Donc ça, c'est des résistances des phénomènes extrêmes sur lesquels l'ANACIM avait communiqué bien avant. Et ces événements extrêmes ne sont pas à ignorer, aussi même dans le partie centre et sud du pays ou dans certaines localités les plus fortes. Et c'est pourquoi, dès cette fin de mois de mai, on a alerté les populations à temps réel pour qu'ils puissent prendre les précautions. Mais il y a un autre fait aussi, les vagues de chaleur. Vous l'avez cité tantôt. On a senti cette année une résurgence des vagues de chaleur. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de record de température battue. Bien vrai que la température la plus élevée qu'on a eue cette année, c'était 48,8 mm à Bakel, vers Nérou. Mais cette année, on a eu une succession de hausses de pluie, de température entre 45 et 48 degrés sur beaucoup de localités, avec des vagues de chaleur qui sont impactantes. Donc, tout ça, il y a lieu de s'inquiéter, mais aussi vraiment alerter à temps les populations pour qu'ils puissent prendre des mesures. C'est pourquoi on a fait beaucoup d'efforts avec le secteur de la santé. La météo santé, à chaque fois quand ces vagues de chaleur sont annoncées, on a émis un bulletin météo santé avec des vagues de chaleur. On a alerté à temps les populations et le secteur de la santé a émis des précautions à prendre face à ces vagues de chaleur. Je pense qu'actuellement, on est dans une situation où tous les acteurs doivent travailler ensemble pour que l'information climatique soit intégrée dans les autres secteurs de l'agriculture, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'environnement, pour que la population soit beaucoup plus résiliente face à ces phénomènes. Merci beaucoup, Djabel Ndiaye. On vous retrouve tout à l'heure dans le 13h. Djibril Diagne, je termine avec vous. La météo, l'ANACIM, donc, qui a annoncé un hivernage précoce, pluvieux. Le Sénégal étant un pays producteur d'arachide, il y a lieu de s'inquiéter si l'on sait que l'arachide n'aime pas beaucoup d'eau. Bon, on ne peut pas s'inquiéter, comme je l'ai expliqué dans ma première intervention, parce que nous avons, avec la recherche, trouvé des variétés qui sont adaptées aux différents cycles et aux différents types de pluviométrie. Pour rappel, au Sénégal, nous avons différentes zones agroécologiques et aussi on a ce qu'on appelle les usaires, c'est-à-dire du nord au sud, il y a les quantités de pluie qui sont de faibles à fortes. C'est-à-dire, quand vous allez au sud, c'est des pluviométries de 1200 mm. Donc, on a des variétés de semences d'arachides qui peuvent s'adapter à ces quantités de pluviométrie. Et quand vous allez aussi au nord, ou bien au centre, dans le bassin arachidier actuel, il y a aussi des semences qui sont adaptées. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Et par rapport à la précocité aussi, je pense qu'il est heureux de saluer ça. Mais il faut aussi savoir que dans ces prévisions, ils ont parlé de pauses sèches. Donc, par rapport à ces variétés aussi, c'est des variétés qui sont tolérantes à la sécheresse. Donc, pour moi, on croise les doigts et prions que l'hivernage soit pluvieuse, mais avec une bonne répartition dans le temps et dans l'espace. Parce que d'habitude, quand on parle de pluviométrie, nous, on se focalise le plus souvent, ou bien la population se focalise plus souvent sur les quantités. Mais on peut avoir des quantités importantes, comme M. Ndiaye vient de le dire, mais qui sont enregistrées dans un espace de temps très court ou bien dans une zone très limitée. Donc, l'impact sur l'agriculture sera plutôt négatif que positif. Ah ouais, merci. Merci beaucoup, Djibril Diagne, coordonnateur du volet changement climatique au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Merci également à Djabel Ndiaye, chef du service climatologie à l'ANACIM. On vous retrouve tous les deux dans le journal de 13h qui vous sera présenté par Eladji Ndiogou Diène. Mesdames, Messieurs, merci. C'était le midi, présenté par Barthélémy Ngom, technique Abdoulaye Diop, digital Maïssa Mbaye, chef d'édition Anna Rocha, réalisation Eladji Ndiogou Diène. Il sera là dans moins de 8 minutes pour le 13h. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média.